La nuit de samedi, pendant que vous dormiez, ils ont changé les règles du jeu. Une hausse de marge de 36%, annoncée à 17 heures, heure de New York, un samedi soir, quand les marchés sont fermés, quand les traders sont hors ligne, quand personne ne peut réagir. Et lundi matin, le massacre a commencé. L'argent métal est passé de 121 $ à 78 $ en 72 heures. Une chute de 41%. La pire depuis le 27 mars 1980, le jour où les frères Hunt ont été détruits. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui s'est réellement passé. Pas la version officielle, pas la version des médias financiers, la version documentée, avec les chiffres, avec les dates, avec les preuves. Vendredi 30 janvier 2026, l'argent atteint son plus haut historique à 121 $ et 64 cents l'once. L'or dépasse 5 500 $. Les investisseurs particuliers célèbrent. Certains ont vu leur position tripler en quelques semaines. Puis, dans l'après-midi, la nouvelle tombe. Donald Trump nomme Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale. Un faucon, un partisan des taux élevés, un homme qui croit que l'inflation doit être écrasée, peu importe le coût. Les algorithmes réagissent en une fraction de seconde. Le dollar s'envole. L'or chute de 9%. L'argent s'effondre de 30 et 1% en une seule séance. C'est la pire journée pour les métaux précieux depuis mars 1980. Mais ce n'était que le premier acte. Et ce que vous allez découvrir maintenant est bien plus grave que ce que les médias financiers vous racontent. Parce que ce qui s'est passé vendredi n'était pas un accident. Ce n'était pas une réaction naturelle du marché. C'était une opération planifiée. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur qui déterminera si cette correction devient un effondrement total ou une opportunité historique d'achat. Je l'ai documenté dans la recherche financière. Lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce qui s'est passé ensuite. Samedi 30 janvier, à 17 heures exactement. Le CME Group publie un avis, pas sur leur site principal, dans un document PDF technique que personne ne lit un samedi soir. Le titre est anodin, Performance Bond Requirements. Le contenu est dévastateur. Les marges sur les contrats à terme sur l'argent passent de 11% à 15%. Une augmentation de 36% du jour au lendemain, effective après la clôture du lundi. Permettez-moi de vous expliquer ce que cela signifie concrètement. Un contrat standard sur l'argent au COMEX représente 5000 onces. Au cours de vendredi, environ 85 $ l'once. Un seul contrat contrôle 425 000 $ de valeur notionnelle. Avant la hausse des marges, vous aviez besoin de 46 750 $ par contrat. Après la hausse, vous avez besoin de 63 750 $. La différence, 17 000 $ supplémentaires par contrat, immédiatement. Si vous déteniez 10 contrats, une position modeste en termes institutionnels, vous faisiez face à un appel de marge de 170 000 $ pendant un week-end, quand les banques sont fermées, quand vous ne pouvez pas liquider d'autres actifs, quand vous n'avez aucune option. Le choix était simple, déposer 6 chiffres avant la clôture de lundi, ou vendre à n'importe quel prix. Et n'importe quel prix s'est avéré être 78 $ pour l'argent. C'était une condamnation à mort pour les comptes à effet de levier. Le CME présente cela comme un examen normal de la volatilité du marché pour assurer une couverture de garantie adéquate. Normal. Laissez-moi vous dire ce qui n'est pas normal. Les examens normaux n'arrivent pas immédiatement après la pire journée depuis 1980. Les examens normaux n'augmentent pas les exigences de 36% d'un seul coup. Les examens normaux ne sont pas annoncés le samedi soir quand les marchés sont fermés et les traders sont hors ligne. Ce n'était pas de la gestion des risques. C'était une purge coordonnée des positions longues à effet de levier. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, c'est la mécanique de base d'une manipulation de marché parfaitement légale. C'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube, mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes du COMEX des 90 derniers jours et comment les retraits d'inventaire ont préparé ce crack. Deuxièmement, quels acteurs institutionnels ont pris livraison physique pendant que les particuliers étaient liquidés et les montants exacts impliqués. Troisièmement, le calendrier précis des prochaines hausses de marge que le CME pourrait annoncer et les niveaux de prix critiques à surveiller. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus Venezuela, dollar, banque centrale. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi ce qui s'est passé n'est pas nouveau. Le 7 janvier 1980, le COMEX a introduit ce qu'ils ont appelé Silver Rule 7, la règle de l'argent numéro 7. Cette règle imposait des restrictions sévères sur l'achat de matières premières sur marge.
Essentiellement, elle éliminait l'effet de levier pour l'argent. Si vous vouliez acheter des contrats à terme sur l'argent, vous deviez avoir 100% de la valeur en espèces. Pas de marge, pas d'effet de levier. Nelson Bunker Hunt et William Herbert Hunt, les frères Hunt, avaient accumulé plus de 100 millions d'onces d'argent. Ils contrôlaient environ un tiers de l'offre mondiale d'argent non détenue par les gouvernements. Ils avaient emprunté massivement pour financer leur position. Quand Silver Rule 7 a été implémenté, les prix ont commencé à chuter. De 49,45 $ l'once le 18 janvier 1940 à moins de 11 $ fin mars. Une chute de plus de 78% en 2 mois. Les frères Hunt n'ont pas pu honorer leurs appels de marge. Le 27 mars 1980, Silver Thursday, le jeudi de l'argent, ils ont fait défaut sur un appel de 100 millions de dollars. Le système financier a failli s'effondrer. Un consortium de banques américaines a dû fournir une ligne de crédit d'1,1 milliard de dollars pour sauver la situation. Les Hunt ont été ruinés. Le pattern était identique à ce que nous venons de vivre. Laisser le marché monter, laisser les particuliers devenir euphoriques, laisser l'effet de levier s'accumuler, puis changer les règles au milieu du jeu, forcer les liquidations, racheter le métal à des prix artificiellement déprimés, recommencer. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit, ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, l'or, le Venezuela, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. En avril 2011, l'argent approchait à nouveau 50 $ l'once. Pour la première fois depuis l'ère des Hunt Brothers. Entre le 26 avril et le 5 mai, 9 jours, le CME a relevé les exigences de marge sur l'argent 5 fois. 5 fois en 9 jours. Les marges sont passées de 4% de la valeur notionnelle, ce qui permettait un effet de levier de 25 fois à 10%, ce qui ne permettait plus qu'un effet de levier de 10 fois. Les prix se sont effondrés de 49 $ à 26 $. Une baisse de 48% en quelques semaines, l'argent est ensuite entré dans un marché baissier de 9 ans. Le pattern est toujours le même. 1980, 2011, 2026, les hausses de marge arrivent toujours au sommet des rallyes historiques. Elles forcent toujours les liquidations. Les institutions rachètent toujours au plus bas. Les particuliers absorbent toujours les pertes. C'est le playbook. Il n'a jamais changé. Pendant que les traders particuliers étaient liquidés à 78 $ l'once, quelque chose d'intéressant se passait dans les rapports de livraison du COMEX. Un nom dominait les avis de livraison. JP Morgan. Le vendredi 30 janvier, le jour où l'argent a chuté de 31%, JP Morgan était impliqué dans 633 avis de livraison. Cela représente 3 170 000 onces. JP Morgan a émis 100% des avis de livraison du vendredi. 100%. Laissez cela s'imprégner. 633 contrats, 3,17 millions d'onces. Sur le pire jour de l'histoire des métaux précieux depuis 1980, et JP Morgan a émis 100% des avis de livraison. Et ce n'est pas un incident isolé. Le 26 janvier, les grands clients institutionnels, principalement des clients de JP Morgan, ont demandé 1 740 000 onces en livraison physique. Dans la première semaine de janvier seulement, les entrepôts du COMEX ont vu 33 450 000 onces retirées. C'est 26% de l'inventaire enregistré en 7 jours. Le 7 janvier, JP Morgan a émis 99% des avis de livraison. 8 100 000 onces à travers 1624 contrats. Le pattern est systématique. Chaque grand rallye sur l'argent, 1980, 2011 et maintenant 2026, se termine exactement de la même manière. Hausse de marge, liquidation forcée, banque prenant livraison au plus bas. Mais le massacre du lundi ne s'est pas limité au marché américain. La nuit de dimanche, pendant que l'Amérique dormait, les marchés asiatiques ont ouvert dans le chaos total. Le Nikkei 225 du Japon a chuté de plus d'1%. Le Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,42%. Mais le vrai signal d'alarme est venu de Corée du Sud. À 12h31, heure locale de Séoul, ce qui était 22h31 dimanche soir à New York, la bourse de Corée a activé ce qu'ils appellent un circuit breaker sidecar. Le Kospi avait plongé de 5% en moins d'une minute, déclenchant un arrêt automatique des transactions. Les ordres de vente programmés ont été gelés pendant 5 minutes. C'était une mesure d'urgence qu'on n'avait pas vue depuis novembre 2025. Samsung Electronics a chuté de 6,3%. SK Hynix a perdu 8,7%. Les investisseurs particuliers en Corée se sont précipités pour acheter la baisse, tandis que les institutions ont déversé 2,9 milliards de dollars en une seule séance. La Chine n'a pas été épargnée non plus.
Le composite de Shanghai a chuté d'1,8%, aggravé par un énorme raté dans le PMI manufacturier officiel de la Chine. Pour janvier, le PMI a plongé à 49,3, en dessous du seuil de 50 qui sépare l'expansion de la contraction. Le PMI non manufacturier est tombé à 49,4, un plus bas de 37 mois. Ce n'était pas juste une déception. C'était un signal que la deuxième économie mondiale ralentit, et que la demande industrielle pour l'argent et d'autres métaux est sur le point de chuter brutalement. Mais le vrai accélérateur, l'essence jetée sur un feu déjà dévastateur, c'était le dénouement du carry trade sur le yen. Le carry trade sur le yen a été l'un des principaux moteurs du rallye des métaux précieux en 2025. Les investisseurs japonais, y compris les fonds de pension et les hedge funds, empruntent des yens japonais à des taux d'intérêt proches de zéro. Ils convertissent en dollars et ils investissent dans des actifs à rendement plus élevé. Actions américaines, or, argent, immobilier. Les estimations suggèrent qu'il y a environ 414 billions de yens en position de carry trade en cours. C'est des milliers de milliards de dollars en pari à effet de levier. Quand le yen s'affaiblit, ce trade fonctionne à merveille. Vous empruntez du yen bon marché. Vous investissez dans des actifs qui s'apprécient. Et quand vous reconvertissez en yen, vous profitez à la fois de l'appréciation des actifs et de la dépréciation de la devise. Mais quand le yen se renforce rapidement, quand il se retourne contre vous, vous faites face à une pression de marge catastrophique. Si vous avez emprunté des yens à 152 pour $1 et qu'ils passent soudainement à 155 pour $1, vous avez besoin de significativement plus de dollars pour rembourser le même prêt libellé en yens. Le samedi 1er février, la première ministre japonaise Sanae Takaichi a lâché une bombe verbale qui a envoyé des ondes de choc à travers les marchés mondiaux. Elle a déclaré que le yen faible était une opportunité majeure pour les industries exportatrices. Le yen, déjà affaibli par les nouvelles de vendredi sur Warsh, a plongé au-delà de 155 pour $1 lundi. Un niveau qui déclenche historiquement des avertissements d'intervention de la Banque du Japon. Les participants au carry trade étaient déjà sur les nerfs après le crack de vendredi. Cette déclaration a accéléré la pression de dénouement. Quand vous faites face à des appels de marge sur vos prêts en yens et sur vos positions sur les contrats à terme, sur l'or et l'argent, que faites-vous? Vous liquidez vos actifs les plus performants pour lever des liquidités. Vous vendez de l'or, vous vendez de l'argent, vous vendez des actions technologiques américaines. Vous passez en cash. Goldman Sachs a estimé que seulement 50 à 60% du dénouement du carry trade d'août 2024, qui avait causé un flash crash bref sur les marchés mondiaux, s'est complètement résolu. Les 2 à 3 billions de dollars restants en position sont toujours vivants, toujours fragiles, toujours vulnérables à exactement ce type de choc. Sur les marchés des crypto-monnaies seuls, 142 millions de dollars en argent tokenisé ont été liquidés, dépassant les 82 millions de bitcoins. Ce n'était pas de la panique des particuliers. C'étaient des institutions forcées de vendre tout ce qui est liquide pour honorer leurs obligations en yens et leurs appels de marge. Maintenant, regardons les dégâts techniques. La structure graphique de l'or entrant lundi était un manuel de position haussière. Des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Une avancée parabolique de 60 jours de moins de 4 000 $ à 5 600 $. La moyenne mobile simple de 21 jours se situait autour de 4 600 $, un indicateur clé de tendance à court terme. L'ouverture de lundi a brisé ce récit. L'or a ouvert en gap baissier sur l'ouverture asiatique et n'a jamais récupéré. Le plus bas intrajournalier a atteint 4 557 $ et 75 cents, perçant le niveau critique de support de 4 600 $. Ce niveau représentait les plus hauts de décembre 2025, la moyenne mobile de 21 jours, et la dernière ligne de défense psychologique pour les haussiers qui attendaient une reprise en V. Les indicateurs techniques clignotent en rouge. L'histogramme MACD est devenu négatif. La ligne MACD a croisé en dessous de la ligne de signal. Une divergence baissière classique. Le RSI est tombé en dessous de 50 en territoire baissier. L'or se négocie maintenant en dessous de sa moyenne mobile simple de 21 jours. Les dommages sur l'argent sont encore plus sévères. Après le crack historique de vendredi, une chute de 30 et 1% de 120 et 1 à 85, nous attendions une stabilisation. Au lieu de cela, la hausse des marges du CME a déclenché une deuxième vague de vente. Le plus bas intrajournalier de l'argent lundi a atteint 78 $ et 96 cents sur le marché au comptant. L'argent a maintenant chuté de 41% depuis son plus haut historique de 121 $ et 64 cents, effaçant 3 semaines de gains paraboliques en 72 heures. Les niveaux techniques critiques pour l'argent sont clairs. 80 $ était un support psychologique cassé de manière décisive. Le prochain support majeur est la zone de 70 à 71 $. En dessous de 60 $ signalerait un marché baissier et invaliderait la thèse haussière entière.
Maintenant, la question que tout le monde pose, est-ce une reprise en V ou un double creux? Une reprise en V nécessite 3 conditions. Une cessation immédiate de la pression de vente, un catalyseur fondamental comme un pivot de politique de la Fed ou un choc géopolitique majeur, et des conditions de survente technique déclenchant des programmes d'achat automatisés. Avons-nous ces conditions aujourd'hui? Non. Les hausses de marge du CME restent en vigueur. Aucun soulagement n'a été annoncé. La nomination de Warsh a supprimé le récit de baisse des taux de la Fed qui soutenait les métaux précieux. Le raté du PMI chinois signale une demande industrielle affaiblie pour l'argent. Le contexte macro est passé de risk on à risk off. Le cash est roi. Tout le reste est vendu. Un double creux est beaucoup plus probable. C'est quand les prix testent le plus bas 2 fois avant de s'inverser. Le précédent historique soutient ceci. L'or a formé des doubles creux en mars 2020 pendant le crack Covid et en septembre 2022 au pic du cycle de hausse de la Fed. Les 2 patterns ont précédé des rallyes soutenus. Mais, et c'est critique, la confirmation prend du temps, généralement 2 à 4 semaines, et elle nécessite une cassure décisive au-dessus de la ligne de coup. Mon verdict. La reprise en V est officiellement morte. Les métaux précieux vont consolider pendant des semaines, testant les plus bas plusieurs fois avant qu'un creux crédible ne se forme. Tout rallye au-dessus de 4800 pour l'or ou 90 $ pour l'argent sera vendu agressivement par des traders piégés à des prix plus élevés et désespérés de sortir au point mort. Permettez-moi de vous donner la vérité brutale, parce que cette communauté mérite l'honnêteté. Le massacre du lundi matin était une attaque coordonnée. Il a été exécuté via les hausses de marge du CME annoncées un samedi soir, alors que les marchés étaient fermés. Il a été amplifié par les dénouements du carry trade sur le yen, déclenché par la première ministre du Japon. Il a été exploité par des institutions comme JP Morgan, prenant livraison de millions d'onces à des prix artificiellement déprimés. Les preuves sont accablantes et indéniables. L'augmentation de marge de 36% du CME sur l'argent a forcé les traders à effet de levier à liquider à n'importe quel prix. Un trader détenant seulement 10 contrats faisait face à un appel de marge immédiat de 170 000 $. Impossible à honorer pendant un week-end. L'histoire ne s'est pas contentée de rimer. Elle s'est répétée mot pour mot. Et pendant que vous étiez forcé de sortir à 78 $, JP Morgan a émis 633 avis de livraison, représentant 3 170 000 onces au prix de règlement de vendredi, de 78,29 $. Le jeu était truqué. Ils vous ont fait sortir pour pouvoir prendre le métal. Mais voici ce qu'ils ne peuvent pas supprimer éternellement. Les fondamentaux. L'argent est en déficit structurel d'offres depuis 6 années consécutives. La demande industrielle, panneaux solaires, électroniques, véhicules électriques, croît de 3 à 5% par an. Les banques centrales continuent de se diversifier hors des actifs en dollars, achetant de l'or à des taux records. Goldman Sachs a dit que la nomination de Warsh a déclenché une vente réflexe, pas une rupture structurelle de la thèse haussière. UBS, Deutsche Bank et Citigroup maintiennent des objectifs de prix de l'or à plus de 6 500 $ pour 2026 et des objectifs d'argent à plus de 150 $ d'ici la fin de l'année. Ce crack n'était pas une question de fondamentaux, c'était une question de destruction de l'effet de levier. Le CME, que ce soit intentionnellement ou sous le couvert de la gestion des risques, a créé les conditions d'un transfert historique de richesse, des particuliers vers les institutions. C'est la deuxième jambe du crack. Mais ce n'est pas la fin du marché haussier. Il faudra des semaines pour digérer les hausses de marge, les dénouements du carry trade, les dommages techniques. Je m'attends à ce que l'or teste 4500 et l'argent reteste 70 $ avant qu'un creux crédible ne se forme. Mais quand le creux se formera, et je crois qu'il le fera, et quand la demande physique submergera la manipulation papier, le prochain mouvement sera explosif. Ils l'ont truqué. Ils truquent toujours. Mais ils ne peuvent pas supprimer la demande physique éternellement. Le même pattern s'est joué en 1980. Le même pattern s'est joué en 2011. Et les 2 fois, après les liquidations forcées, après les hausses de marge, après que les institutions ont accumulé au plus bas, l'argent et l'or ont repris leur marché haussier avec encore plus de violence qu'avant. Le marché papier peut s'effondrer, mais le métal physique ne disparaît pas. La question n'est pas si le marché haussier reprendra. La question est sur quel côté de ce transfert de richesse vous serez. Abonnez-vous pour suivre les développements. Nous serons là demain avec les dernières données, les derniers mouvements du COMEX et les prochaines étapes de cette histoire. Restez informés, restez préparés. Le pattern ne ment pas. Seul vous décidez si vous voulez le voir. On se retrouve demain.